Le climat que nous avons, entre guillemets, trouvé en entrant, là, comme la propreté des toilettes, quand nous avons démarré notre activité industrielle, il est perdu à jamais. Il ne reviendra jamais. Il ne reviendra jamais. On peut faire ce qu'on veut, la danse de la pluie, c'est le cas de le dire, prier, invoquer, avoir tout... Jamais. C'est fini, c'est terminé. L'énergie, en fait, a totalement structuré le monde qui nous entoure. J'ai bien totalement structuré le monde qui nous entoure. Et dans cette affaire, on a choisi de compter le PIB et un des gros défauts qu'on a aujourd'hui, c'est de considérer que toute la vérité est dans les prix. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les prix, on a toute l'information disponible pour spéculer sur l'avenir. Alors je vais vous donner un exemple tout con, issu du monde physique, pour vous montrer que c'est faux. La production électrique la moins chère que nous ayons en France en ce moment, qui par ailleurs est renouvelable, c'est l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, c'est la production électrique la moins chère. Donc si un prix bas est représentatif de la facilité à faire plus tard, on se dit bah, très bien, puisque le prix est bas, il n'y a qu'à en faire partout, puisque si c'est pas cher, c'est que c'est ça qu'il faut faire. Sauf que manque de peau, rajouter des barrages, on ne peut plus en France, on a équipé tout ce qu'on pouvait. Et pourquoi on ne peut plus? Parce que le prix bas ne vous dit rien sur la condition physique nécessaire pour que vous ayez le prix bas. Ça ne vous dit rien dessus. Le prix ne vous dit rien là-dessus. Donc un prix bas aujourd'hui ne vous dit rien sur la capacité à déployer demain. C'est désagréable, hein? Mais c'est comme ça. Donc il faut sortir des prix si on veut comprendre le monde qui nous entoure, et on doit revenir pour tout phénomène économique à ses sous-jacents physiques, dans lesquels il y a un confort intellectuel, même si c'est très désagréable par ailleurs, qui est que dans la physique, il y a des lois qui ne dépendent pas de nous. Alors c'est à la fois très désagréable, parce que si ça ne dépend pas de nous, c'est qu'on n'a pas de prise dessus. On ne peut pas changer la loi de conservation de l'énergie par un vote à l'Assemblée nationale, même si beaucoup de ministres de l'écologie aimeraient bien, et beaucoup de présidents aimeraient bien aussi. Mais par contre, ça a un énorme avantage, les lois qui ne dépendent pas de nous, c'est que ça permet de faire de vraies prévisions. Parce que s'il y a une personne dans cette salle qui me sort un modèle macroéconomique qui est capable de me faire une vraie prévision à 20 ans, là, je peux vous assurer que je lui offre le restaurant pour un certain nombre d'années. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aucun modèle macroéconomique n'avait vu venir la crise du Covid. Aucun modèle macroéconomique n'a vu venir la crise de 2008. Ça n'existe pas, un modèle macroéconomique prédictif. Ça n'existe pas. Alors que des modèles physiques prédictifs, s'il n'y en avait pas, je peux vous assurer que vous cracheriez à chaque fois que vous prenez l'avion, ce qui est très mal du reste, même si vous allez beaucoup le prendre pendant votre scolarité, ce qui est une très mauvaise chose. Bah oui, on ne vous donne pas le bon exemple. Et par ailleurs, c'est vraiment faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Et par ailleurs, qu'est-ce que je veux dire? Donc la capacité des modèles physiques à être prédictifs est évidemment considérablement plus élevée que celle des modèles économiques. Alors, notre affaire a deux facteurs limitants, et je vais rapidement maintenant les décrire, mais elle en a beaucoup plus en fait que ça. Elle a comme facteur limitant les limites planétaires qui sont du ressort de la physique ou de la biologie, les espèces vivantes par exemple. Alors, je vais vous parler de deux limites, il y en a d'autres. La première est celle liée au changement climatique. Il y a une limite en tolérance à ce que nous pouvons supporter sur les conditions climatiques globales sur Terre. Et par ailleurs, je vais vous parler de la limite amont, c'est-à-dire l'approvisionnement en hydrocarbures, sachant qu'il faut quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années pour faire des hydrocarbures à partir de la vie, parce que les hydrocarbures, comme le dit très joliment Yann Arthus Bertrand, c'est des poches de soleil anciennes, enfin des poches anciennes de soleil. Et donc c'est pas renouvelable à l'échelle des temps historiques, évidemment, et donc ça s'épuise. Alors on va commencer par le premier. Et voici l'origine de la perturbation climatique, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Alors là aussi, je vais être obligé d'être très rapide, je suis désolé. Un gaz à effet de serre a une définition très précise en physique. C'est un gaz qui possède des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre. Voilà, je suis désolé de vous dire que c'est ça la définition d'un gaz à effet de serre. C'est un gaz qui possède des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre. Donc pour savoir ce que c'est qu'un gaz à effet de serre, il faut avoir fait un tout petit peu de mécanique quantique. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous en ont fait, voilà, et avoir vu ce que c'était que des transitions électroniques dans une molécule. Sinon, vous êtes obligé de faire confiance aux gens qui ont fait ça, et pas à M. Christian Gérondeau. L'effet de serre est connu depuis 2 siècles. C'est Fourier, Cocorico, qui a découvert ça en 1824. Et les gaz à effet de serre principaux de l'atmosphère, c'est-à-dire le CO2 et la vapeur d'eau, sont connus depuis 1 siècle et demi. Hein, tout ça est de la vieille science. Donc on sait depuis très longtemps que l'effet de serre existe sur Terre, qu'il contribue au pilotage du climat et les grands gaz qui en sont à l'origine. Alors ce que vous voyez là, c'est les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines. Alors vous voyez, c'est pareil. Vous pouvez imaginer tout ce
tout ce que vous voulez comme cause qui irait dans le sens d'une inflexion de cette courbe. En pratique, ça n'a pas marché. Donc par exemple, si on électrifie les usages, ça va faire moins d'émissions. Ben, pour le moment, ce n'est pas ce qui s'est passé. Enfin, toute chose égale par ailleurs. Si on met du digital, ça va faire baisser les émissions. C'est pas ce qui s'est passé. Si on met des trains, ça va faire baisser les émissions. C'est pas ce qui s'est passé. Si on met Internet, ça va faire baisser les émissions. C'est pas ce qui s'est passé. Bref, pour le moment, rien n'a fait baisser les émissions, mais j'aurais pu vous mettre là-dessus les négociations climat. Des fois, je sors ça une courbe avec toutes les COP les unes derrière les autres, et je montre que ça n'a eu strictement aucun effet sur les émissions. D'accord ? Donc le résultat d'une COP, moi il se trouve que j'étais à Copenhague, c'est à Copenhague que l'objectif des 2 degrés est né. Ça n'a pas empêché la presse de dire partout que c'était un échec. Donc ce que vous allez lire dans le journal, je reviens à mon journal, même s'il y a quelques anciens de votre école dans la presse, il y a quelques anciens X, je peux dire aussi du mal, l'opinion qu'a le journal sur le résultat d'une COP n'engage que le journal. Ça n'engage que le journal. Ça ne vous dit rien sur ce qu'il faut vraiment penser. Rien. C'est désagréable, hein ? C'est désagréable. Mais vous pensez faire une économie de temps, le plus souvent, vous avez une perte de temps parce que vous allez vous cranter dans la cervelle une information qui n'est pas bonne. Hein ? Voilà, c'est comme ça. Alors, le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre, il a une très sale caractéristique dans le cas présent. C'est qu'il est inaltérable tant qu'il est dans l'air. Alors, pourquoi il est inaltérable tant qu'il est dans l'air ? Parce que le CO2 est un oxyde, dit oxyde de carbone. Un oxyde. Alors là, je ne vais pas faire de physique, je vais faire de la chimie. Il se trouve que les oxydes sur Terre sont des molécules extrêmement stables. Si vous ne voulez pas accommoder votre voisin ou votre voisine, il y a un oxyde que vous avez utilisé ce matin et qui est présent sous cette forme d'oxyde depuis des milliards d'années qui s'appelle de l'eau. Je vais te laver un peu sous les bras. Eh bien, l'eau, c'est un oxyde d'hydrogène, et ça fait des milliards d'années que c'est présent sur Terre sous forme d'eau. Donc ça veut dire que ça, c'est un mariage qui dure. Hein. Je ne sais pas quelles sont les noces de 4 milliards d'années. On est au-delà de l'or et du platine. Mais donc, ça, c'est quelque chose qui est très solide. Un oxyde, ça ne se casse pas facilement. Ben, le CO2 est un oxyde. Donc ça ne se casse pas facilement. Et non seulement ça ne se casse pas facilement, mais tant qu'il est dans l'air, je le redis, il est inaltérable. Ça veut dire que pour que le CO2 sorte de l'atmosphère, il faut qu'il revienne au contact du sol, où là, il peut être épuré par 2 processus qui sont des processus lents et limités. Le premier, c'est la dissolution dans l'eau océanique. En fait, c'est un équilibrage de pression partielle, c'est-à-dire que quand il y a une concentration en CO2 plus élevée dans l'air que dans l'eau, ça passe la barrière entre l'air et l'eau, mais c'est réversible. Ça peut se repasser dans l'autre sens. Si on retire du CO2 de l'atmosphère par des moyens quelconques, eh bien à ce moment, une partie du CO2 qui était dans l'eau repasse dans l'air. Hein, c'est une mauvaise nouvelle. Et le deuxième processus, c'est la photosynthèse, qui est un processus qui a besoin d'énergie. Si vous avez une plante sans lumière, elle ne pousse pas bien. Et cette photosynthèse soustrait du CO2 à l'atmosphère en utilisant l'énergie du soleil pour casser la molécule de CO2 en 2. Les plantes savent faire ça, pas nous. Donc c'est une propriété assez remarquable. Alors à cause de ce que je viens de vous dire, au moment où on arrête les émissions, un jour les émissions s'arrêteront fatalement, hein, au moment où on arrête les émissions, c'est pas à ce moment-là que la concentration en CO2 va tout d'un coup revenir là où elle était avant qu'on ait commencé à émettre. Et du reste, un certain nombre de gens, l'année du Covid, ont dit « Ah, les émissions baissent de 5% et la concentration en CO2 ne baisse pas. » Bah oui, elle ne baisse pas, c'est normal, parce que les émissions baissées de 5%, ça fait encore beaucoup d'émissions, et c'est encore très au-delà du seuil auquel la concentration s'arrête d'augmenter. Voilà. Donc, après arrêt des émissions, vous attendez un siècle, et au bout d'un siècle, la moitié du surplus de CO2 que nous avons créé est encore dans l'air. Vous attendez un millier d'années, et entre 20 et 30% du surplus de CO2 que nous avons créé est toujours dans l'air. Vous attendez 10 000 ans, et entre 10 et 20% du surplus de CO2 que nous avons créé est toujours dans l'air. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le climat que nous avons, entre guillemets, trouvé en entrant, là, comme la propreté des toilettes, quand nous avons démarré notre activité industrielle, il est perdu à jamais. Il ne reviendra jamais. Il ne reviendra jamais. On peut faire ce qu'on veut, la danse de la pluie, c'est le cas de le dire, prier, invoquer, avoir tout... Jamais. C'est fini, c'est terminé. D'accord ? Ad vitam aeternam, ce qu'il reste à vivre du temps de l'humanité, pas sûr que ce soit encore 10 000 ans, train où vont les choses, eh bien, se fera dans un climat qui aura définitivement changé par rapport à ce qu'il était avant la période industrielle. Et à cause de cette caractéristique de l'inertie du CO2 dans l'air, la dérive climatique que nous avons mise en route va de toute façon continuer pour des siècles ou des millénaires, en fonction de la conséquence que vous regardez, à partir de maintenant.
Et on ne peut que lutter pour limiter l'amplitude de cette dérive. On ne peut plus l'arrêter. On ne peut plus l'arrêter. Alors évidemment, ça pose des petits problèmes parce que ça, ce que je viens de vous dire s'échelonne sur des pas de temps qui n'ont rien à voir avec un mandat électif en démocratie ou une stratégie de long terme dans n'importe quelle entreprise dans laquelle vous allez rentrer, qui se balade surtout si elle est cotée quelque part entre 6 mois et 3 ans, les bonnes années. Hein. C'est ça le drame de cette affaire. C'est que nous vivons aujourd'hui dans une société du court terme, sur tout, sur absolument tout, où la technologie, en fait pas la technologie, l'énergie, parce que la technologie sans énergie, ça ne sert à rien. Si vous mettez un ingénieur génial au milieu du vide intersidéral, il ne filera pas un iPhone à chaque Français. Hein. Il ne peut pas. Hein. Donc en fait, ce qu'on appelle la technologie, en fait, c'est la diffusion grâce à l'énergie du progrès technique. C'est bien ça qu'on appelle la technologie. Eh bien, l'augmentation de nos capacités extracorporelles grâce à Iron Man nous a donné l'impression qu'on pouvait maîtriser notre destin à des échelles de temps très courtes, quelle que soit la conséquence. Malheureusement, avec le changement climatique, c'est une illusion. C'est au-delà de nos forces. Il faut savoir que le supplément d'effet de serre que nous avons déjà créé met en jeu une énergie qui est déjà 100 fois supérieure à celle qui est domestiquée par les machines que les humains utilisent. Déjà 100 fois supérieure. Donc le processus ne sera pas maîtrisé avec les bras, les jambes et même les machines que nous utilisons sur Terre. Il ne sera pas maîtrisé avec ça. Il y a un rapport de 1 à 100. C'est pas possible. Donc pour le temps qu'il me reste à vivre, et pour le temps qu'il reste à vivre à mes enfants, qui comptent beaucoup plus que vous, non je plaisante, qui ont à peu près le même âge, hein, eh bien malheureusement, vous, eux, je, allons vivre dans un monde dans lequel le climat ne sera plus jamais stable. Plus jamais. Voilà. La stabilité climatique, c'est ce qui a permis la sédentarisation de notre espèce. Hein. Ça faisait 10 000 ans que le climat était à peu près stable. Grâce à quoi nous avons pu développer l'agriculture, parce que développer l'agriculture dans un climat qui est instable, c'est quand même compliqué. À l'époque, on n'a que nos bras et nos jambes. Hein. Si ce qui pousse doit changer tous les 50 ans ou les 100 ans, vous n'avez pas l'INRA et les tracteurs pour corriger le tir. Hein. C'est ça qui a permis la sédentarisation de notre espèce et l'apparition lointaine de la comptabilité pour compter les troupeaux et les récoltes, et donc l'apparition récente de l'ESCP qui hérite de cette très très lointaine invention qui s'appelle la comptabilité. Donc la stabilité climatique, dont je le redis, qui est perdue à jamais, a été un déterminant fondamental de la sédentarisation de sociétés humaines prospères. Fondamental. Alors ici, je vais aller rapidement maintenant sur quelques... Je vais vous parler rapidement de quelques conséquences. Ici, vous avez l'évolution de passer de la température moyenne et de ce que ça pourrait être à l'avenir en fonction du scénario d'émission. Et vous voyez que même avec un scénario d'émission de type accord de Paris, en fait, les 30 prochaines années sont à peu près scellées. Donc l'évolution de la dérive climatique pour les 30 prochaines années, elle est déjà inscrite. Elle est déjà inscrite. D'accord ? On ne peut plus rien y faire. C'est après que ça se joue.